je pense que Nathalie, oui, le problème c'est que ça peut être transmis en direct chez nous. Le problème c'est que Nathalie doit partir. C'est cela. Vous attendez des gens, c'est ça? En fait, il y a plein de gens qui sont en train d'arriver. Oui, mais c'est pas grave. Je vais les les gens attendre. qui Il sont faut en que train je parte. d'arriver, me semble. Il faut que je Oui. parte à... Non, mais ça va, je pars à 20 et je parle pendant 3 minutes. Donc ça va. Oh, bah ça va. À Tu 20, commences je à avoir les cours. bonnes, Non, je d'accord. pars à 20. Oui, bon, bah, Jérôme, encore 3 Jérôme qui minutes. plane, tu sais. Non, mais Jérôme le tu pars planeur. à 20. C'est pas Jérôme le commandeur, c'est Jérôme le planeur. Ok. Non, mais attends. C'est un peu dommage, ouais, si les gens sont... On attend 2 minutes. Surtout parce que je vais vous dire que... Il y a encore du monde dehors. Il y a du monde dehors encore ou pas? Non. Non, tout est là, c'est parfait. Voilà. Oui, c'est pour ça. C'est parfait. Et comme ça, on est en direct de la salle. Voilà, c'est très bien. Bon, tu viens, non mais... Monsieur Letellier, vous pouvez vous asseoir peut-être? Ah non, vous voulez vous asseoir là? Non, on peut s'asseoir. Ok. Viens, pareil qu'on parle avant monsieur. Bon, comme l'indique le somptueux PowerPoint derrière vous, je suis donc Nathalie Coste-Cerdan et je suis très heureuse, au nom de toutes les communautés de la FEMIS, de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette 6e édition des rencontres SCAM, Arte et CNC sur le thème des comédies documentaires. Donc bienvenue à vous tous. J'espère que vous en profiterez pour aller faire un petit tour dans la FEMIS et visiter notamment ces studios dont on se souvient longtemps une fois qu'on les a vus. Quand Jérôme Lecanu, directeur de la formation professionnelle de la FEMIS, et Olivier Donizo, qui intervient sur les formations documentaires qui ont participé au contenu de cette journée, sont venus m'en exposer le thème, les comédies documentaires, je dois vous avouer que j'ai d'abord cru à une plaisanterie. Au-delà de l'oxymore facile, quelle était la réalité de cette hybridation entre comédie et documentaire? Car le documentaire, bien sûr, est étroitement associé à un esprit de sérieux, aussi bien dans ses enjeux, ses méthodes, sa tonalité, ce qui constitue souvent une barrière dans les représentations et perceptions d'un large public. Le recours à ChatGPT, que j'avoue solliciter parfois pour enrichir mes discours de citations chatoyantes, n'a pas démenti cette première impression. À ce prompt incongru, il a effectivement régurgité dans la douleur 4 pauvres documentaires américains, enfin pauvres, dont The Final Spinal Tap, documentaire sur une tournée chaotique d'un groupe de rock, puis Borat, sur les frasques du fameux Sacha Baron Cohen. Et la pêche n'était pas bien meilleure pour obtenir des références francophones, qui au demeurant étaient plutôt belges, messieurs de... notamment l'excellence est arrivée près de chez vous de Rémi Belvaux et Benoît Poulvorde, ici encore un documentaire. Et pardon, Nathalie, et André Oh Bonzel, qui a été co-auteur et qui est dans la salle. Oh André, t'es où? Bravo! Il est où? Il est là-bas. Donc vous êtes référencé largement. Dépassant mon scepticisme goguenard, qui est un peu ma marque de fabrique, et ce compagnon virtuel qui ne fait finalement que restituer ce qui existe déjà, en y réfléchissant aussi depuis ces quelques jours dans un contexte oppressant, marqué par les fracas du monde, saturé d'images réelles ou virtuelles dramatiques, je me suis finalement laissé infuser par ce sujet en me disant que l'ironie, la fantaisie, le burlesque, l'absurde pouvaient aussi contribuer à démasquer des vérités sur la représentation du réel et contribuer à forger de nouveaux regards. Qu'inventorier ses formes, étudier ses ressorts, analyser finement son impact sur le public, définissait un sujet qui, bien que ténu, pouvait donner lieu à une journée d'études innovante, inventive et néanmoins joyeuse, ouvrant de nouvelles voies à la création. En plus, une journée qui commence par une intervention de Hervé Letellier, grand romancier oulipien, qui s'interrogera sur comment peut-on rire du réel, et qui par ailleurs a qualifié, j'ai lu ça aussi sur Internet, son roman L'Anomalie de Scooby-Doo, que je trouvais ça aussi assez amusant, qui passe par un souvenir évidemment marquant de striptease, dont je viens de rencontrer les auteurs et qui me réjouit, mais aussi en finissant avec la participation de Luc Moulet, cinéaste pataphysique qui nous a livré des documentaires parmi les plus drôles qu'il m'ait été donné de voir, et notamment ce que vous verrez ce soir, son court-métrage Foi, donc pardon les Fuxéens, qui risquent d'être un peu émus par ce documentaire, et dans ce documentaire. Et donc je me suis dit que finalement une telle journée méritait vraiment d'exister. Je vous laisse donc entre les mains des experts du rire pour une journée de réflexion que vous devez à plusieurs personnes que je me dois de remercier.
Donc pour ce qui est de la SCAM, évidemment Rémi Lenné, mais aussi Christina Campodonico, Anne-Sophie Le Goff et Camille Ménager. Pour le CNC, Anne Dauthune, Juliette Moreau, Anastasia Beck et Ariane Mouvet. Et enfin pour Arte, Fabrice Puchot, Odile Delacroix, Racha Salti et les équipes techniques qui, bien évidemment, assurent la retransmission de la journée en direct et, bien évidemment, toutes les équipes de la FEMIS. Donc j'espère que vous allez profiter de cette journée à laquelle, malheureusement, vraiment malheureusement, je ne peux pas rester et que vous allez bien rigoler aussi, puisque c'est un peu dans un esprit de fantaisie et d'absurde que sous cet hôtel-là que cette journée sont placées. Donc merci à vous tous et très belle journée. Merci Nathalie. Tiens. Alors, contrairement à ce qui est indiqué, donc, je ne suis pas Rémi Lenné, je m'appelle Fabrice Puchot. J'ai la charge de l'unité Société Culture. On a voulu ces journées, c'est la 6e journée de réflexion, on est passé par des tas de sujets. Et il nous a semblé que celui-ci, finalement, effectivement, s'imposait parce qu'il nous permettait de décaler justement le regard sur la pratique documentaire. Et sans doute aussi de l'approfondir, d'être obligé d'aller au cœur, d'aller à l'os, simplement pour parler du rire. C'est vrai que cet esprit de sérieux dont Nathalie parlait semble marquer le documentaire. Je me souviens quand j'étais petit, je sortais de la FEMIS justement. Il y a une programmatrice québécoise qui me dit le documentaire c'est comme les brocolis pour les enfants. C'est pas faux, c'est comme ça qu'il semble qu'il soit. Nous faisons tout, j'espère, pour que le documentaire ne soit pas marqué par l'esprit de sérieux, mais c'est vrai que ne serait-ce que le monde tel qu'il est aujourd'hui et quelque chose qui n'est même pas le fracas des guerres, qui sont les guerres de très haute intensité en permanence et qui nous secouent tous, font que le rire. Et le rire. Oui, sauf que même Shakespeare, dans ses drames historiques, on rigole. Même quand on tue des enfants en les mettant dans un tonneau de bière, on rigole quand même. Enfin, il y a quelque chose là qui nous oblige, en fait. Cette idée de comédie documentaire nous oblige à penser, et c'est bien la raison de ces journées. Je vais simplement terminer sur une petite note qui est moins drôle. Je salue Racha Salti, qui est à Beyrouth en ce moment. Et voilà, et je pense aux Libanais. Je vous remercie beaucoup. Merci Fabrice. Moi, je voulais simplement dire au nom du CNC à quel point on a été heureuse, enfin je dis heureuse parce que oui heureuse parce que c'était que des femmes, et vraiment ravie de cette belle collaboration depuis le début de l'année 2023. Donc c'est notre 6e journée et je crois qu'on a vraiment balayé des sujets passionnants. C'était très enthousiasmant de voir autant de monde à chaque fois, en présentiel comme on dit, mais aussi sur la salle virtuelle d'Arte. J'ai personnellement énormément appris lors de ces journées, mais à l'occasion aussi de tous les échanges qu'on a eus en préparation de ces journées. Je suis aussi ravie qu'on fasse un petit pas de côté avec cette journée qui dénote un petit peu de nos quotidiens et surtout des documentaires. Voilà. Donc merci à vous et merci à la FEMIS de nous accueillir aujourd'hui. Il nous manquait un autre élément dans cet ensemble et merci de nous accueillir aujourd'hui. On vous a accueilli à la SCAM, au CNC, chez Arte à chaque fois à distance. Donc ravi d'être là au nom du CNC. Merci à vous. Merci Anne. Petite chose, comme effectivement toutes ces journées sont retransmises en direct sur la salle virtuelle d'Arte, si vous pouviez, quand vous posez des questions, quand vous intervenez, vous présenter, c'est mieux pour ceux qui ne sont pas là. Mais et attendre le micro, voilà. Dans la mesure du possible. Voilà, attendre le micro qui viendra. Merci Fabrice, merci Nathalie, merci Anne, merci tout le monde, merci à vous d'être là. Ce matin, en faisant quelques mouvements de sport, j'écoutais la radio, je me dis ça va être un peu raide, le courant est puissant à remonter pour rigoler compte tenu de ce qui se passe dans l'actualité. Je ne vous fais pas de dessin, Fabrice vous en a dit un mot. Et pourtant, 2 petites nouvelles, je me suis dit là peut-être qu'il y aurait quelque chose à gratter pour faire rire. Ursula von der Leyen, mon homologue de la Commission européenne, puisque j'ai l'honneur de présider la SCAM,
paraît-il, initie des lois très féroces à l'encontre des loups dans toute l'Europe et on ne comprenait pas bien pourquoi. Depuis ce matin, j'ai entendu une nouvelle. Ursula von der Leyen avait un poney appelé Dolly, plutôt une ponette, qui a été attaquée par un loup. Et il paraît que c'est la raison pour laquelle elle se déchaîne à ce point dans toute l'Europe contre les loups. Je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à gratter. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, François Bayrou, mon homologue du MoDem, puisqu'il préside ce parti politique que tout le monde connaît, et qui a été présenté comme un parti charnière dans la majorité actuelle. Et François Bayrou a eu cette phrase, c'est pas parce qu'on est un parti charnière qu'il faut nous prendre pour des gonds. Et là, je me suis dit que si on arrivait à rire avec François Bayrou, eh ben peut-être que la journée allait nous promettre de bonnes surprises. Première bonne surprise, Hervé Le Tellier. Alors Hervé, je dois vous dire que je vous dois un moment d'inconfort. Je ne vais pas revenir sur votre parcours, parce que j'espère bien que tout le monde le connaît. Quand même, il y a eu Jean-Baptiste Botul, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés avec Hervé. Hervé, des pères d'un philosophe, on va dire virtuel, qui n'a jamais existé, philosophe du 19e siècle, mais qui a existé quand même, Hervé, prenez le micro si vous voulez qu'on cause, mais qui a quand même existé dans la tête de Bernard-Henri Lévy, qui un jour l'a cité abondamment, sachant un peu trop tard qu'en fait, il s'agissait d'une pure création de l'esprit d'Hervé Le Tellier, ici présent, et Frédéric Pagès, son complice, journaliste au Canard enchaîné. Si je vous dois un moment d'inconfort, c'est parce qu'un jour, en prenant un TGV, juste avant, je suis passé au Relais H, et j'ai vu un de vos livres que je ne connaissais pas, Moi et François Mitterrand. Et j'ai lu ce livre dans le TGV, et assez vite, j'ai été pris d'un fou rire terrible, irrépressible, et j'ai vu les regards des gens autour de moi, qui se disaient, ce type doit être un fou, et je me suis rendu compte qu'en fait, le rire gêne. Il y a quelque chose, quand on est pris d'un fou rire, irrépressible, ça gêne. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, avec Fabrice, avec Anne, on s'est dit qu'il faudrait peut-être explorer dans nos pratiques comment faire rire. Je dois dire que j'ai dû faire une trentaine de films. J'ai à peu près, dans mes films, une vingtaine de personnes qui pleurent. J'ai 2 fous rires. Donc c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. On rit plus rarement qu'on ne pleure. Mais Hervé, vous allez peut-être nous prouver le contraire. À vous la parole. Merci. Bon, je suis venu sans note, mais j'aurai un petit peu de matériel après. Je remercie Rémi Lenné et la FEMIS de la SCAM et la FEMIS de m'accueillir ici. Moi aussi, je suis président de quelque chose. Je suis président de l'Oulipo. Voilà. Et c'est vrai que j'aime bien quand Bayrou cite, je crois que c'est Pierre Dac qui disait espèce de gond pour la définition de charnière en 5 lettres, 7 lettres, 8 lettres, je sais pas. Voilà. Et donc je vais essayer de vous parler assez rapidement de ce que c'est que le rire et l'humour selon moi, en se rappelant toujours, en ayant en tête la phrase de Mark Twain qui explique que parler du rire, c'est un peu comme disséquer une grenouille. Au début, ça commence bien, on apprend des trucs, mais à la fin, la grenouille est morte. Parler du rire et de l'humour, c'est un peu pareil. Voilà. Documentaire et humour, j'ai aussi essayé d'imaginer ce que ça pouvait donner. J'ai repensé à tout ce que je pouvais savoir du réel, à partir de toujours les citations qui trottent dans nos têtes, la citation de Lacan, le réel c'est quand on se cogne, la citation sur le rire, le propre de l'homme de Rabelais, mais ça va plus loin, c'est jusqu'à Bergson qui dit que c'est une interruption momentanée du cœur. Alors dans Bergson, c'est l'idée qu'on voit quelqu'un qui marche dans la rue et qui trébuche et qui tombe, et que ça nous fait forcément rire, ce qui est quand même méchant de la part de Bergson, mais c'est ça, cette idée de la suspension momentanée du cœur. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça, malgré tout, dans le rire, et que c'est bien qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait à un moment donné une absence d'empathie qui se mette en place de manière à nous permettre non seulement de rire des autres, mais aussi une absence d'empathie de soi. C'est-à-dire une capacité qu'on peut avoir de rire de soi-même, et une capacité donc d'autodérision qui est nécessaire et qui manque à beaucoup. Voilà. Mais je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps parce que je sais que je prends beaucoup de temps là. J'ai un keynote qui doit durer en théorie une demi-heure sur la fiche précédente, et je vais plutôt vous proposer de regarder une petite chose que j'ai fait avec des amis et qui permet à mon avis d'introduire un peu la journée. Voilà. Je vous laisse regarder cette chose.
Bonjour. Moi, ça va? Oui, ça va. Ouais, on avait pas dit 10h, puis... Mais il est 10h. Il est 10h. Ah bon, il est 10h. Ok, bah, je suis désolé. Non, entrez. Allez-y. Je vais vous faire un café. Enfin, je me rase peut-être d'abord. Ah, je t'en prie, Et puis on s'y met dans 2 minutes. Quand tu veux. Là, c'est l'antre de la création. Donc ça arrive plutôt sous la douche, le matin, le soir, comment ça se passe Bon, ben, il n'y a pas vraiment de règles. En général, quand on travaille sur un projet, ça se déroule lorsque, on a du temps devant soi, parce que si on a 2 heures, moi je ne peux pas commencer à travailler pendant 2 heures. Et, excusez-moi. Je décroche pas, hein, ça vous embête pas. Comme vous voulez. Mais encore une fois, on a dit, on est dans votre vie, on nous suit, on n'a pas du tout... Ouais. C'est les aléas de... Ouais, je comprends, mais là, c'est Rémi Lenné, il m'a commandé un texte pour ouvrir une conférence et je ne l'ai pas du tout écrit. Donc, si je décroche, voilà, très bien, il a raccroché, ça tombe très bien. Voilà. Donc le processus de création. Alors, donc, le processus de création. Et donc dans ces moments de choses qu'on pourrait appeler des pannes par exemple, comment ça se passe? Comment on vit ça? Bah, la panne, elle peut durer 1 heure, elle peut durer 3 jours. L'expérience prouve que... Excusez-moi, je vous en prie. Ah, Salut, ça va? Bah, on était en train de boire un café. On te dérange pas? Non, je non. vais me présenter. N'embrasse pas Olivier, je crois qu'il a le Covid. Ouais. Ah, c'est sympa. Bonjour. Merci. Mais on te dérange? Non, On est en avance là? On avance pourquoi? On avance de quoi? On n'avait pas prévu. Non, je sais pas. Non. Non, Alors? Mais on parlait de la panne justement. Ah, la panne d'inspiration. Ah, d'inspiration, je pensais à la panne Non. sexuelle. D'accord, non. Non, il dit ça. Rire du réel. Ah, Ouais. c'est pas comme ça là, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Oui, moi je comprends Bah, pas. c'est le documentaire et l'humour, tu vois. C'est comment est-ce qu'on peut à la fois introduire de l'humour dans le documentaire, à la fois partir du principe de l'humour pour faire du documentaire, faire des documentaires sur des choses drôles. D'accord. Il y a un petit peu tout ça, je pense. Et tout ça en étant drôle. Qui dit documentaire dit vraie vie, dit humour à la vraie vie peut-être, je ne sais pas si ça... Humour documentaire comme ça. Alors par contre, là je viens de revoir un cycle, là, tu sais, sur la comédie du remariage, parce que Stanley Cavell a appelé la comédie du remariage, là, dans un bouquin qui s'appelait À la recherche du bonheur, où donc il a trouvé que dans les films des années 30-40, de Hawks, de Cukor, de Preston Sturges, etc., il y avait le principe du remariage des protagonistes, que ce soit Léo McCarey, Cette sacrée vérité. Et donc là, c'est marrant, j'ai vu un film, pour moi, le meilleur film de la rentrée, Septembre sans attendre, de Jonas Trueba, qui joue sur cette référence de la comédie du remariage, qui est recitée par son père à l'intérieur même du film. C'est d'une drôlerie, j'ai adoré ces références-là. Je sens bien que tout le monde n'est pas sensible de la même manière que moi, mais nous, et d'ailleurs c'était assez marrant, c'est que je l'ai vu, c'est un couple qui décide de se séparer et de faire une fête de séparation. Et c'est drôle, c'est que je suis allé le voir avec ma femme, dont je suis séparé.
Et on a bien rigolé tous les deux, quand même, vraiment formidable. Hein. Puis on aime bien tous les deux la comédie du remariage qui ne préjuge en rien, ne présage en rien de l'avenir de notre relation et qu'on se remettra ensemble. Mais ça nous a toujours amusé de penser à une séparation pour une possible, alors pas fête forcément, mais retrouvailles, etc. Et donc c'est ce qu'on voit vraiment dans toutes les comédies. Et la meilleure, là je l'ai vu récemment, c'était vraiment peut-être This Girl Friday, que j'ai passé à une amie Anne qui n'arrive pas à le voir parce qu'elle arrive un peu conne, c'est-à-dire il suffit de regarder parce qu'elle ne trouvait pas les sous-titres. Enfin, moi, je lui ai dit d'installer VLC, donc normalement ça devrait être bon. Et donc elle va enfin pouvoir le regarder. Parce qu'en plus, j'avais pensé à elle pour le rôle de Rosaline Russell, pour une adaptation qui pourrait très bien se faire avec elle. La comédie de mariage, vraiment une Girls Friday, traduit complètement bizarrement en français par la dame du vendredi. Personne n'a compris. Alors, Girl Friday, ça voulait dire vendredi, en faisant allusion à Robinson Crusoe. Et en français, ils ont pas compris, donc personne ne comprend la traduction. Enfin, qu'importe, ça n'a rien à voir avec le film, qui est vraiment un bijou absolu de la comédie du remariage et que j'ai revu récemment. Donc, un film de Hawks de 1939, etc. Mais pour comédie au mariage, évidemment, la plus célèbre étant peut-être Indiscrétion de Cukor avec Cary Grant, Katharine Hepburn et James Stewart. Voilà, bon, voilà l'humour pour moi, c'est celui dans lequel je me reconnais le plus, ce serait ça. Mais le documentaire, je vois pas. Et donc pour cette journée de travail, vous avez des pistes un peu de réflexion Pour l'introduction, un petit peu, c'est-à-dire que le documentaire et l'humour, il y a différentes façons de le voir. Il y a des gens qui sont des documentaristes spontanément drôles, qui ne se présentent pas forcément comme des documentaristes, mais je pense à des Britanniques comme John Oliver. Yeah, Ben & Jerry's was accused of failing to move the peace process forward. Which, to be fair, it doesn't seem like something an ice cream can really do. How can ice cream solve world peace when it can't even do a decent SpongeBob? Des gens qui abordent le documentaire d'une manière complètement détournée, comme Sacha Baron Cohen. My name is Borat, I come from Kazakhstan. Can I say first, we support your war of terror? Kazakhstan is the greatest country in the world. Puis aussi tout ce que font les Belges avec Striptease ou ce documentaire sur la juge là, que j'avais trouvé formidable. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Donc vous trouvez une copine. Vous donnez un coup de peigne et vous vous lavez un peu. Ouais, bien sûr, elle me raser quoi, elle me raser. Oui. Me raser, et puis hop, vous mettez le printemps. Ouais. Et hop, en avant. Ben oui, c'est sûr. Et puis hop, vous y allez en avant. Donc, il y a un peu tout ça, j'aurais mêlé, mais j'ai pas vraiment d'ordre, j'ai pas vraiment de manière de l'organiser, j'ai pas encore stocké tout ce que je voulais stocker. Ça risque quand même d'être un peu merdique hein, pour l'instant. Vous avez le temps, de toute façon c'est pas pour tout de suite. Hein, c'est quand même pour demain. Ouais, c'est quand même demain. Oui, bien sûr. Donc ça laisse quand même peu de temps quoi. Et puis là il est 4h30, je vais au cinéma. Bon, là je vais pas très bien parce que bon j'ai une phase difficile, mais sinon d'habitude je suis hyper marrant. Donc bon c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pensé à moi pour le documentaire et vous. Bien sûr. Enfin, je pense. Je suis marrant comme mec. Je dois renvoyer une image de mec qui s'est parlé du documentaire et de l'humour. En fait, je pense que c'est ça le truc. Donc, je viens pas du monde du documentaire, qu'en fait, je connais rien. Oui, c'est ça. Il faut peut-être vous mettre au travail un peu. Ah ouais, je vais m'y mettre. Hein. Ouais. Là qu'il n'y a même plus de micro. Merci Hervé, merci beaucoup. Je vais quand même remercier mes camarades qui m'ont aidé à faire cette connerie. Olivier Broche dans ce magnifique monologue sur le cinéma de remariage. Victor Pouchet qui est le caméraman mais aussi un excellent écrivain. Clémentine Mélois qui était en script. Et enfin, bien sûr, Auriquet Delannoy, qui était la formidable monteuse, ainsi que Jérémy, qui nous a aidés à fabriquer le film. Voilà. Et Benjamin Guillard dans le rôle du documentariste. Voilà. Merci.
Merci à elles, merci à eux, merci à vous. Alors, rencontre au sommet, on va dire. Marco Laminche, un des deux pères de Striptease, le magazine Striptease, né en Belgique, importé en France. Bienvenue Marco. Sonia Kronlund, les pieds sur terre, mais aussi cinéaste qui ferait avec la comédie, Nothing Wood, et puis L'homme au mille visages plus récemment. Vous avez sans doute des choses à vous dire. Moi rien, mais... Dans le micro, Sonia. Voilà, donc on reçoit un monument, quand même, de la comédie documentaire, Marco Laminche. On va improviser un petit peu. Je ne sais pas si c'est une insulte à Marco que de présenter un peu ce que c'est Striptease. S'il y a par hasard des gens qui ignorent ce que c'est Striptease, ça m'étonnerait. Vous pensiez commencer par un petit extrait tout de suite? Ah bon, bah, d'accord, oui, faisons ça. On pourrait peut-être... d'accord. Avec... Voilà. On est dans une école de cinéma, alors voir un grand cinéaste en action, c'est un extrait d'un film qui s'appelle Le parapluie de Cherbourg. Et peut-être que s'il est prêt, on pourrait le voir. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit de Jean-Pierre Mocky. Où il est parti, celui-là? Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. On va le faire muer, écoutez. Ça devient... Mais écoutez, le Perchman n'est pas là, tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Il arrive. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Qu'il est con, celui-là aussi. Oh! Allez, moteur! Vite, il y a le soleil qui va sortir, mes enfants. Allez, moteur! Moteur! Vite au départ, allez! Allez, voilà, moteur! Dans 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur! Allons-y! Moteur! Clap de fin, éventuellement. Moteur! Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! C'est extrait d'un film de Manolo Dartuy qui s'appelle Le parapluie de Cherbourg, parce que tout se passe à Cherbourg et qu'il pleut beaucoup. Et donc, à partir de cet extrait, vous pouvez nous expliquer un peu comment est né peut-être Striptease ou combien de films. J'ai lu 850, peut-être, ou bien faites comme vous voulez. Comment a commencé Striptease? On n'invente jamais rien. Il n'y a pas un jour un coup de génie dans un coin en se disant « Ah, on va faire ça, on va faire Striptease. » On est toujours le produit d'un certain nombre de choses qui nous ont précédés. Et nous, en fait, on n'a rien inventé. On a développé une méthode, on a développé un type de travail. Mais avant nous, ou parfois de manière contemporaine, il y avait eu la célèbre partie de campagne Pardon, je mets sur le bout de la langue, la partie de campagne de Pardon, il y a eu des films de Weissman, il y a eu... En fait, Striptease, c'est un des multiples avatars du cinéma direct, qui lui-même est un avatar du fait qu'on a tout d'un coup fait des caméras portables, la Coutan, la Aton, et que des Canadiens comme Michel Brault et d'autres
se sont mis à filmer le réel sur place sans devoir avoir 50 projecteurs, 3000 fils, etc. Et donc ça a donné une certaine souplesse. Mais nous-mêmes, il y avait une certaine tradition à la télévision belge dont Striptease est issu, à la RTBF. Et cette tradition s'incarnait notamment dans une émission qui s'appelait Faits divers, qui a été une émission de Jean-Jacques Péché, qui est un réalisateur de la télévision belge, et qui était déjà, qui parlait des petites gens, notamment, qui laissait les choses fonctionner avec des équipes très très légères, en général un caméraman et un preneur de son, et le réalisateur ou un journaliste. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et j'ai moi-même commencé avec Jean Libon, travaillant dans une émission qui s'appelait Striptease, qui était un peu l'équivalent de 5 colonnes à la une. Et il arriva un moment où justement on en avait un petit peu marre d'avoir, d'une part, que le documentaire soit toujours des parangons de sérieux dont on parlait tout à l'heure, et aussi souvent, et je crois que c'est encore le cas, moins qu'avant, mais c'est encore le cas dans la télévision, que le documentaire soit une alternance d'interviews puis d'images qui servent de support à un commentaire. Donc on s'est dit, on va d'abord commencer par supprimer le commentaire, non pas parce que le commentaire est inintéressant, on en connaît 50 000 depuis le chant du styrène de notre ami Queneau, Autant, Suspends ton bol, enfin tout ce film documentaire que si vous n'avez pas vu, je vous recommande de voir, sur la matière plastique et la manière dont on fait des bols et autre chose. Les documentaires de René avec du commentaire, enfin il y a plein de documentaires avec un commentaire formidable. Mais si nous avons décidé de ne pas accepter le commentaire, c'était surtout pour qu'on ne s'en serve pas comme ça sert souvent en télévision, on travaille en télévision, où ça sert le commentaire sert de colle, sert de sécotine entre des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'on filme ceci, et puis on a filmé cela, et comment le raccorder? Bien, on met un peu d'image et on met du commentaire entre les deux. Et c'est-à-dire qu'en supprimant le commentaire, ça obligeait les réalisateurs à penser en termes de cinéma, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce que je vais raconter une histoire, et comment ça peut se tenir sans cette colle. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et on a démarré d'abord au sein de cette émission à suivre, qui est, donc, comme je disais, qui est un peu l'équivalent de 5 colonnes à la une. Et puis on a existé au sein de cette émission. Nos patrons étaient assez sceptiques, je dois dire. Enfin, souvent, les patrons dans la télévision sont sceptiques. Et d'abord, on a voulu commencer en n'ayant pas un nom d'émission qui soit Zoom ou Envoyé spécial, ou en essayant de sortir de ça. Et on a présenté une kyrielle de noms. Puis un jour, dans une salle de montage, on a vu une affiche où il y avait une affiche de striptease amateur. On s'est dit, comme ils nous ont tout refusé, proposons striptease. Alors, avec le courage habituel de souvent les hiérarques, ils nous ont dit, oui, mais pourquoi un titre anglais? Alors on a dit, alors on va appeler ça À poil. Et ils ont accepté striptease. Et on a commencé en mars 85. Et on a continué jusqu'en 2002, donc ça fait quoi, 17 ans, à la RTBF, en passant constamment en prime time, une fois par mois, donc juste après le journal télévisé. Et ça n'a pas changé ni d'horaire, ni de fréquence.
Et ça a continué pendant 17 ans, donc, avec un succès assez constant qui fait qu'on a pu se maintenir et qu'on a eu une certaine liberté parce que, le fait d'avoir de l'audience, on sait que dans la télévision, on aime l'audience et il se faisait qu'on en avait et sans beaucoup sacrifier pour en avoir, et on en a eu. Et en 92, on a été... France 3 nous a demandé de venir faire la même chose en France. Et là, ça a été moins facile. Alors, je ne sais pas si ça tient au caractère belge en face du caractère français. Le problème qu'on a eu avec la télévision française, c'est que les dirigeants de la chaîne ont toujours considéré que Striptease était une émission pour intellectuels. Ce qui n'était pas notre cas. Nous, on se disait que c'était visible par des analphabètes comme par des professeurs d'université, chacun y trouvant plus ou moins son compte. Et ce qui fait que pendant je sais pas, une dizaine, non, une vingtaine d'années où Striptease a été diffusé sur France 3, eh bien, on a changé chaque jour, chaque année de fréquence, d'heures, de jours, et on n'a jamais réussi à fidéliser vraiment un public en France. Voilà, résumé. Bref. Alors, vous dites pas de commentaires, mais pour essayer de décrire un peu l'objet, vous avez quand même un petit comment vous l'appelez, un petit prélude, et puis un générique qui donne un ton et qui oriente un petit peu un point de vue ou... Mais, oui, je crois que déjà le titre Striptease indique qu'on essaye de ne pas trop se prendre au sérieux. Et il y avait, comme il n'y a pas un mot d'explication sur les films, pendant le film, ce qu'on faisait en général, c'est mettre 2 phrases de présentation du film, plus pour inciter les gens peut-être à regarder, mais qui ne donnaient pas beaucoup d'explications non plus, un petit poème à la fin. Et c'est vous qui les écriviez, les poèmes ? Oui. Ah, vous êtes poète alors. Oui. Et justement, je me demandais le titre quand même. Donc, Striptease vous déshabille. C'est à peu près la proposition. Mais quand on regarde un striptease, ce qui m'arrive rarement, mais il y a l'idée d'une espèce d'excitation de la personne qui va regarder. Enfin, ou pas. Enfin, moi, je regarde... je ne regarde pas, mais peut-être... voilà, bon, Hervé me calme. mais il y a l'idée qu'on va regarder un truc avec une espèce de... Oui, pour provoquer quand même un certain effet. Est-ce que c'est l'idée? Oui, mais enfin, je ne voudrais pas qu'on fasse une exégèse trop poussée du question. titre qui était plutôt un clin d'œil. Et c'est vrai que le slogan Striptease vous déshabille n'a été trouvé que longtemps après. Mais au départ, Striptease, c'était pour avoir un titre qui soit autre chose qu'on voyait spécial. Qui soit un peu comme ça. Oui. Qui soit un peu olé olé. Donc on a envie de savoir, enfin moi j'ai un peu envie de savoir aussi comment vous faites, donc comment vous avez fait. Il se trouve que c'est des questions, je pense qu'au pied sur terre, j'aurais pu faire un t-shirt, comment trouvez-vous vos sujets? C'est-à-dire qu'il y a quand même la première question qu'on vous pose, à laquelle, en tout cas moi j'ai pas de réponse, peut-être que vous en avez une. Donc en fait, j'imagine qu'il y a peut-être des étudiants de la FEMIS, peut-être qu'ils ont envie de savoir comment vous avez fabriqué ces 850 films. Qu'est-ce que vous avez fait en particulier et comment ça marche, quoi, mettre un peu les mains dans le cambouis de comment on fait. Et pour que ce soit drôle, peut-être. Oui, vous venez de dire qu'on a fait 850 films, effectivement. Ces 850 films, en général, c'était des films d'1 quart d'heure. Alors, au fur et à mesure des années, quand on avait plus de matière, on en faisait de plus long. Mais notre considération de départ, c'était souvent
c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a fait Striptease, que souvent, quand on voyait un documentaire qui durait 45 minutes ou 1 heure, on se disait souvent qu'on aurait pu peut-être en retirer une bonne partie. On essayait justement de condenser les choses. Alors, sur les 850 films, ce ne sont pas que des chefs-d'œuvre, hein. On a tendance à dire qu'il y a un bon quart qu'on n'aurait pas dû faire, qu'il y a une moitié qu'on aurait peut-être pu faire mieux, mais il reste quand même, sur 850, un quart, c'est-à-dire à peu près 200 films dont on est très fier, dont on est très très content. Alors, la manière dont on trouve les sujets, Striptease, c'est pas un camp de... Enfin, c'est pas l'armée, quoi. C'était plutôt une bande de copains qui ne venaient pas beaucoup au bureau, on se téléphonait, on se voyait autour d'un repas. Et des gens qui ne se prenaient pas trop au sérieux. Et d'ailleurs, peut-être pour faire la liaison avec la présentation qu'Hervé Letellier a faite tout à l'heure, je voudrais quand même signaler que dans un des premiers textes théoriques qui a été fait sur Striptease, il est précédé d'une citation de Loulipo, citée comme telle. Loulipo citant lui-même Paul Féval qui dit « Je travaille pour des gens qui sont... » ça me revient plus. Je travaille d'abord pour des gens qui sont intelligents avant d'être sérieux. Et je crois que ça a été toujours un peu notre idée, c'est d'essayer le sérieux, mais la rigolade n'était pas une volonté en soi. Alors comment on trouve les sujets ? Striptease s'est plutôt présenté comme je dirais comme une maison d'édition. Je ne sais pas, prenons Gallimard. Les livres qui sortent chez Gallimard, c'est pas exactement... On peut reconnaître, disons, les éditions de minuit. On reconnaît les gens qui sortent aux éditions de minuit. Il y a un point commun entre tous. Ça ne veut pas dire que tous les bouquins sont excellents. Il y en a de meilleurs, il y en a de moins bons. Mais enfin, il y a quand même une image d'ensemble. Et donc, nous, on avait une série d'auteurs, de réalisateurs, et chacun trouve son sujet à sa manière. Alors, il y en a qui allaient passer des nuits au café, rencontrer des gens, et puis essayer de trouver quelqu'un à filmer. D'autres qui prenaient l'annuaire du téléphone, qui se disaient « mais je voudrais absolument trouver quelque chose sur, je ne sais pas, la réinsertion des gens sortant de prison, que sais-je ». Il n'y a vraiment pas eu de règles. Et parfois, c'était l'occasion qui a fait le larron, et parfois... voilà. On peut peut-être regarder un extrait, puis que vous nous racontiez comment ces sujets sont apparus. Par exemple, je ne sais pas si ça vous convient, mais celui qui s'appelle « Tiens ta droite », je serais curieuse de savoir... Ah, mais... Non, je vous propose qu'on en parle après, parce que... Mais bien sûr. Non, mais il y a... Je trouve que c'est important précisément de parler de la manière dont on a traité l'extrême droite, qui est une des rares choses où on a été d'une prudence de sioux. Mais je vous propose peut-être de traiter là un film qui est un peu qui part vraiment d'une idée. Et l'idée, c'était... le film s'appelle Le Patriote illustré, qui est le nom d'un vieux journal belge. Et on a essayé de trouver une série de gens. C'était à l'époque où il y avait encore le service militaire en Belgique, où enfin il commençait à s'en aller. Et c'était donc... ça a été fait dans les années 85-86, et avec des gens qui sortaient de cette génération de 68, dont énormément, particulièrement d'ailleurs tous les gens qui sortaient des écoles d'art, que ce soit l'INSAS, l'équivalent de la FEMIS à Bruxelles, mais d'autres écoles d'art, se faisaient systématiquement recaler
au moment des 3 jours avant d'entrer à l'armée, parce que l'armée ne voulait surtout pas avoir des gens qui risquaient de poser des problèmes. Et alors, on a décidé de faire une série, et là, c'est vraiment une série d'interviews, bêtement, de gens qui expliquent comment ils ont réussi à se faire réformer pour ne pas faire leur service militaire en Belgique. Et je vous propose de regarder un extrait du Patriote illustré. Le gars qui était là, l'officier de sélection, il me dit on voit que vous n'aimez pas l'armée. Je n'aime pas l'armée, je m'intéressais aux armes à feu, parce que ça peut toujours servir. Et j'avais justement ma veste de chasse, pleine de balles de tous les calibres. C'était un truc avec lequel je sortais à Bruxelles. J'avais un certain succès, parce que virilité par l'arme à feu, feu à volonté. Et je lui dis, écoutez, regardez, je suis un maniaque des armes à feu et moi j'aime l'armée. J'aime l'armée. J'aime l'armée. Regarde, vous aimez l'armée? Oui, on avait proposé de vous mettre dans une section non armée. Il n'y a pas question. J'écoutais. Soyons clairs. Expliquons-nous. L'armée, c'est pour tuer. C'est clair. Mais non. Je dis, ouais, enfin, merde quoi. L'armée, c'est pour tuer. Ça sert à tuer. Pour se défendre, il faut... Je dis, ben écoutez, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, je veux devenir un tueur professionnel. Je veux pouvoir tuer. J'aime tuer, d'ailleurs. Et je veux que vous m'appreniez à tuer. Quand j'en regarde un, il doit être froid. Et vous pouvez me donner ce que vous voulez. Ce que vous voulez. N'importe quoi. N'importe quelle action, mais de l'action, s'il vous plaît, parce que si j'ai pas d'action, je tue. Je ne supporte déjà pas l'autorité. Moi, je veux être le tueur, le premier tueur, le meilleur tueur, et je veux toujours tuer. Envoyez-moi n'importe où, je tue tout le monde. Mais donnez-moi les moyens, apprenez-moi à tuer, s'il vous plaît. Le type, il était jusque-là. Il a dit, oui, écoutez... Bon. J'ai fait 15 jours d'hôpital militaire chez les fous. Parce que, apparemment, l'armée, c'est pas pour tuer. C'est pour éplucher des patates. Et pour perdre son temps. Et pour faire des vidanges. Et alors, ils ont déclaré, et j'ai dû signer un papier, comme quoi, ils m'ont fait ça à moi, comme quoi, même en temps de guerre, je n'avais pas le droit de revendiquer de pouvoir porter des armes pour défendre mon pays. Eh bien, ça, je trouve dégueulasse. Parce que s'il y en a un qui va défendre son pays, s'il y en a un, que ce soit un Boche, que ce soit un Russe, que ce soit un Amerloc, qui met ses pieds sur mon terrain, je le refroidis, hein. On a 1000 questions, mais de la réception du film, de comment il a été fait, de qui l'a fait déjà, peut-être, qui est l'auteur du film. C'est un gars qui s'appelle René-Philippe Daouan, qui est malheureusement mort maintenant, qui a fait le film, qui s'est beaucoup amusé. Et bon, là, c'était le dernier, mais enfin, il y en a... il y en avait d'autres. Il y en avait un qui avait c'était une série d'interviews, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment le contraire d'un film qui soit réalisé au sens le plus strict cinématographiquement. Et il y avait toute une série d'exemples. Il y en avait un qui dormait avec sa chèvre pendant 8 jours de quoi, avant de venir. D'exemples de manière de se faire réformer. Quand d'accord. Donc, voilà. On a essayé de refaire la même chose en France, mais... alors ça, c'est fait. Notre ami Olivier Lamour s'y est collé. A essayé de faire la même chose, mais manifestement, les Français étaient moins à l'aise pour ricaner de l'armée française que les Belges de l'armée belge. Je ne sais pourquoi. Mais... D'accord. Ah non, j'avais pas du tout compris, en fait, enfin, peut-être vous, que c'était ce que le gars avait raconté pour se faire réformer. Oui. Ah, d'accord.
Donc il avait trouvé un petit peu au hasard tout de gars. J'avais renseigné quelques-uns de mes amis. Enfin, on était tous de la même génération et à cette époque-là, je crois qu'énormément de gens se sont fait réformer parce que l'armée craignait aussi un peu les jeunes. Voilà. Et donc en fait, dans Striptease, il y a des petites gens, c'est-à-dire des gens anonymes, mais aussi il y a des gens riches. En fait, c'est devenu aussi un peu une de vos marques de fabrique d'aller voir des gens très aisés. Voilà, il y a un extrait d'ailleurs d'un gars dans sa baignoire. Hein. Je ne sais pas si vous l'aimez bien, mais on a un peu quand même... L'idée, c'est d'avoir un peu toute la société ou des gens célèbres, des gens pas célèbres. Il y a Jean-Pierre Mocky. L'idée était... Il n'y a pas tellement de gens célèbres. Il y a Mocky... C'est vrai que c'était presque ratable parce que Mocky est quand même un bonhomme. Non, l'idée était de faire une espèce de portrait kaléidoscopique de la société belge à l'époque où on était. Alors, on a touché vraiment à tous les milieux, je crois, à tous les âges, à toutes les classes sociales, à énormément de situations. Il y a des choses qu'on regrette de ne pas avoir fait. Par exemple, j'aurais bien voulu qu'on fasse quelque chose sur les communautés européennes. Il faut dire que ce n'est pas la chose la plus facile à filmer, ni à rendre télégénique ou cinématographique. Mais on a touché vraiment à beaucoup de choses, à la police, à la justice, à la prison, à l'armée, aux colonies, à des choses comme le racisme, à la politique aussi, sans être politique stricto sensu, mais en montrant de temps en temps des hommes politiques et sans leur faire de cadeaux particuliers. Vous voulez nous montrer le bourgmestre pour faire une transition? Un homme politique? Non, peut-être pas. Vous avez sans doute une autre idée. Oui, on peut le faire, mais... Non, vraiment, comme vous voulez. Oui, non, mais c'était... Non, l'idée, c'était... Moi, j'avais mis sélectionné cette séquence, parce qu'un des reproches qui a parfois été fait à Striptease, c'était de se moquer des gens, et particulièrement de se moquer des petits, et de les rendre ridicules. Et je me suis... On en parlera peut-être après... je me suis toujours insurgé contre cette manière de voir les choses. Je crois que... Enfin, notre but était que... Alors, je ne dis pas que c'était le cas à 100%, mais que le plus souvent, les gens qui étaient filmés se reconnaissent dans le film qui avait été fait sur eux. Alors, je ne dis pas que c'était le cas absolument tout le temps, mais le plus souvent. Et je vais prendre, on va peut-être en reparler après, l'exemple du bourgmestre de Bruxelles, qui est un peu l'équivalent de votre Anne Hidalgo. Mais il y a une différence entre les hommes politiques qu'on a essayé de filmer en France, qui n'a pas toujours été facile, et ceux qu'on a filmés en Belgique. En Belgique, on nous demande quand est-ce que ça va passer, quand est-ce que ça va être diffusé. En France, on nous dit, mais vous n'allez quand même pas diffuser ça. Et là, je vous propose de regarder Hervé Brouon, qui était donc le bourgmestre de Bruxelles, capitale de l'Europe, et qu'on a vu, ça c'est la fin du film, qu'on a vu essentiellement inaugurer des chrysanthèmes et mettre des cachets sur des papiers. Et là, il nous avait invités chez lui et on l'a filmé, nous recevant et donnant quelques propos sur la politique.
Il y a les bouteilles d'alcool servent plutôt pour les copains que pour moi-même, parce que j'en bois le minimum possible. Du Campari, du gin sur un lit de glaçon, un peu de vodka, le tout chaque fois pour contrebalancer l'autre goût. Ce sont des choses qu'il faut pouvoir aussi limiter à l'essentiel. Surtout le boire et le manger. Je vais chercher l'armagnac. Moitié armagnac, moitié mandarine. mandarine, ok? Tu fais doucement parce que je dois mettre des petites assiettes d'abord. Oui, t'en fais pas. Tu devras d'ailleurs... Je sais pas, mais... Doucement. Pour trouver le bonheur en politique, ce n'est pas difficile. Il faut se dire que ce que l'on est, il n'y a qu'une chose qui peut arriver, c'est de ne plus l'être un jour. Le bourgmestre, bien sûr, quand il était échevin, il aspirait à être bourgmestre, mais il devient bourgmestre, qu'est-ce qu'il se dit? C'est qu'un jour reviendra où il ne le sera plus. Voilà. Mon Dieu, les alcooliques anonymes, c'est pas pour nous, ça. Les alcooliques anonymes, on est invités. Il faut garder la ligne. Alors, évidemment, quand c'est sorti, ça fait un certain coup de tonnerre. C'était quand même un personnage important. Et le lendemain, dans les journaux sérieux, Le Soir, Les Libres Belgique, il y avait toute une série de journalistes politiques qui s'interrogeaient sur le bon sens et la responsabilité de striptease, qui se moquaient comme ça des hommes politiques et qui dévalorisaient la chose politique en les montrant ainsi. Et donc, nous, on a dit, écoutez, on l'a filmé comme il nous est apparu. On ne pense pas avoir forcé le trait. Et les journalistes sont allés le trouver, le bourgmestre, qui lui nous a défendus en nous disant, mais non, ce film est très bien, je suis exactement comme ça. Donc, et ça, c'est quand même arrivé. Alors, je dis souvent, parfois on nous reproche de ridiculiser les gens. Mais être ridicule, on n'est pas ridicule comme on est cul-de-jatte. C'est-à-dire que la personne qui est cul-de-jatte sait qu'elle est cul-de-jatte et tout le monde sait et reconnaît qu'elle est cul-de-jatte. C'est un fait objectif. Quand on est ridicule, ça suppose au moins deux personnes. La personne qui est supposée être ridicule, mais aussi la personne qui la trouve ridicule. Et le fait qu'un téléspectateur trouve quelqu'un ridicule, c'est peut-être aussi parce que lui est mal à l'aise avec ce qu'il voit. Mais ça ne signifie pas pour autant que la personne ne se reconnaît pas dans ce qu'on en montre, dans ce qu'elle est. Et donc, cette idée d'avoir ridiculisé les gens, je crois, n'est pas pertinente en l'occurrence.
Ceci dit, il peut arriver que striptease n'ait pas toujours la manière de faire avec tout le monde. Il peut arriver qu'on soit, comme je vous ai dit, hein, c'est un peu comme une maison d'édition. Il peut arriver qu'un auteur soit plus méchant qu'un autre. Il y en a qui ont énormément d'empathie et de compassion, et d'autres qui sont un peu plus féroces. Ceci dit, il faut dire que quand on voit une horreur dans Striptease, il faut se dire qu'en général, on a laissé dans le panier de montage des séquences bien pires que ce qu'on montre. Je me souviens d'un film qui avait été fait dans une famille où il y avait 4-5 gosses qui faisaient tous de la musique, etc. Enfin, bref, on arrive à un moment, la caméra suit la mère de famille qui va dans sa chambre et qui range son lit, et la caméra se promène sur le mur et on découvre tout d'un coup un immense poster avec une pin-up fort déshabillée, jolie fille, etc. Et à ce moment-là, le mari entre et voit qu'on filme ça et dit « Oui, j'ai voulu qu'il y ait quand même une jolie femme dans la maison. » Et je ne sais plus ce que lui répond son épouse, mais il est évident que cette séquence humiliante pour la dame, on ne l'a jamais mise. Elle est restée dans le panier de montage. Il y a suffisamment de choses qui faisaient comprendre que son époux était odieux, sans devoir pour autant l'humilier. Et là-dessus, comme producteur, on a toujours été assez ferme en essayant de le faire. En tout cas, tout le temps où je m'en suis occupé, on a essayé de faire ça. C'est une sorte de bricolage, en fait, qui se fait au moment d'écrire, de monter le film, où on prend des décisions. C'est un petit bricolage éthique qu'on fait au moment du film, du montage. Oui, énormément se fait au montage, c'est-à-dire qu'on part sur l'idée d'une situation qu'on va essayer de filmer ou de décrire, mais souvent, on ne sait pas comment ça va évoluer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille plutôt caméra à l'épaule que sur un pied. Parce que si tout d'un coup nos protagonistes décident de prendre la porte et de disparaître, il faut qu'on puisse les suivre. Et qu'on se retrouve parfois avec des choses au montage qu'il faut assembler, dont il faut faire un film. Comme j'ai dit, on n'a pas le secours du commentaire et on est obligé d'assembler les choses. Et parfois, les choses ne se passent pas du tout comme on a prévu. Je me souviens d'un jeune réalisateur, enfin, il n'était pas si jeune, mais c'était son premier film. On a reçu beaucoup de gens qui ont fait des premiers films. Certains ont continué par la suite, d'autres n'en ont fait qu'un. Et lui était venu, avait comme sujet, c'était un couple avec 2 enfants qui étaient séparés depuis longtemps, et les enfants avaient longtemps habité avec la mère, et le père avait proposé de reprendre ses enfants, dont il ne s'était guère occupé depuis la naissance, de les reprendre au moment de l'adolescence. C'était peut-être pas la meilleure idée, mais enfin... et donc se retrouver face à des adolescents, alors qu'il n'avait jamais... Il n'avait jamais été dans cette position-là. Et le réalisateur a filmé, on leur donne en général un caméraman. On avait nos équipes de caméramans spécialisés. Il y a des très très bons caméramans à la RTBF, mais qui n'auraient jamais pu faire striptease, parce que le bon caméraman de striptease, c'est d'abord celui qui écoute, qui travaille caméra à l'épaule, mais qui sait écouter, c'est-à-dire qui sait qui doit filmer plutôt, pas celui qui parle, mais celui qui écoute, parce que c'est là qu'il y aura une réaction. Enfin, on essaye surtout avec des jeunes réalisateurs qui ont guère d'habitude, de leur donner ces caméramans expérimentés. Et là, ils avaient filmé, je crois, une dizaine de jours. Et comme c'était la première fois que le gars n'a jamais fait de film, je suis allé voir les rushs au montage.
Et on avait, je crois, une vingtaine de... On a travaillé en Belgique jusqu'en 2002, on a travaillé toujours en film, en film inversible en plus. Et donc on avait, je crois, une vingtaine de boîtes de films, c'est-à-dire 20 fois 10 minutes, ce qui est beaucoup. Et j'ai visionné avec le réalisateur l'ensemble des films et il y avait vraiment, il se passait rien, quoi. Et tout d'un coup, il y a un moment où sa fille qui a 15 ans dit à son père: je voudrais sortir avec mon copain Pierre ce soir. Et le père dit: mais non, c'est hors de question, tu dois d'abord faire tes devoirs. Et puis démarre une espèce de jeu en spirale comme ça, où le père et la fille échangent des arguments. Et je dis au réalisateur: mais est-ce que tu n'as pas tout ton film là? Et pour finir, je crois qu'il en était d'accord, et on a gardé une bobine de 10 minutes, enfin peut-être un extrait de... Et c'était quasiment un plan séquence de la discussion entre le père et le fils. Et c'était d'ailleurs tellement fort que le lendemain, je travaillais dans le couloir près du journal télévisé, et je croise un ami qui est journaliste au journal télévisé, qui est un vieux copain, et qui me dit: formidable, votre film hier, on voit la mauvaise foi des adolescents, c'est comme ça. Et le soir même, son fils, qui était adolescent et qui me connaissait bien, passe à la maison. Il dit: votre film hier, on voit la mauvaise foi des parents. Banco, ça c'est parfaitement réussi. Et comme quoi, même avec quelqu'un qui n'a jamais fait un film, on arrive à s'en sortir. Ouais, c'est ce qui donne la complexité. J'ai quand même envie de, comme j'ai l'esprit de contradiction, de vous citer une petite phrase que j'ai notée pour préparer cet entretien quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle peut-être Jeannette Malcolm, qui a écrit un livre qui s'appelle Le journaliste et l'assassin, et qui dit que ce que fait le journaliste est moralement indéfendable. Il est comme l'escroc qui se nourrit de la vanité des autres, de leur ignorance, de leur solitude. Il gagne leur confiance et les trahit sans remords. Donc oui, vous n'avez jamais eu ce sentiment? D'une part, c'était des gens qui étaient en même temps, ça c'est intéressant aussi, à cheval sur le journalisme et la réalisation. Certains étaient un peu plus... Elle parle des personnages qu'on appelle de non-fiction. Oui, un peu mais alors je crois qu'effectivement, on trahit les gens, mais ce n'est pas une volonté. C'est-à-dire que vous donnez le même film à faire à 3 réalisateurs différents, vous avez des choses mais complètement différentes et parfois allant dans des sens complètement différents. Je me souviens d'un film magnifique qui a été fait par un de nos réalisateurs sur sa vieille gouvernante qui avait 93 ans et qui est un film d'un quart d'heure, 20 minutes, où il doit y avoir 3 ou 4 paroles, qui a été fait la caméra sur pied. Les bruits, c'est le réveil qui fait tic-tac, tic-tac. De temps en temps, une bonne sœur qui dit bon, qui entre, qui amène du café. Il est dans une espèce d'EHPAD plus ou moins religieux. Et on la voit, et c'est un film d'un quart d'heure avec quasiment pas une parole. Et quelques années plus tard, 7 ans plus tard, il a refait un film sur cette même gouvernante qui fête ses 100 ans, où on s'aperçoit que c'est une bavarde impénitente qui n'arrête pas de causer. C'est-à-dire que là, c'était le même réalisateur, c'est presque schizophrénique, qui nous montre 2 aspects de cette personne qu'il connaissait bien et qui étaient probablement tous les 2 valables. Et aucun des 2 ne la trahissait plus que l'autre. Je crois. Vous voulez qu'on voit un autre extrait? Je vous laisse le choisir. Mais, non, je me disais, on a toujours laissé un libre cours aux gens. Et comme il n'y a pas de commentaire, l'idée d'un film est donnée
parce qu'en fait le réalisateur, enfin le fond d'un film, je ne vais pas dire l'idéologie, je ne voudrais pas être trop lourd, mais le mot qui résume peut-être en partie striptease, c'est quand même, dans chaque film, il y a une certaine ambiguïté. Ambiguïté dans le regard, en tout cas, que le spectateur peut avoir sur les gens. Et on a vu de nombreuses fois des gens s'empoigner sans être d'accord sur ce que donnait un film, sur la manière dont il était tendre ou dont il était féroce, sur le même film. Mais il y a un sujet sur lequel on n'a jamais voulu être ambigu, c'est l'extrême droite. Moi, j'aurais été très très mal à l'aise que quelqu'un puisse un jour dire j'ai adhéré au Rassemblement ou au Front National ou à n'importe quel parti d'extrême droite, convaincu par striptease. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour avoir des gens dont on pouvait se dire que s'ils étaient convaincus par les extraits qu'ils envoyaient, c'est que de toute façon la cause était déjà perdue et que ce n'était pas de notre faute. Alors je vous propose de voir un extrait d'un film qu'on a fait. Il y a eu 2 films réalisés par Yves Vinan. Et je voudrais aussi tant que j'y suis, remercier la SONUMA, qui est l'organisme de la RTBF qui s'occupe des archives et grâce auquel on a un certain nombre d'extraits. Et donc, Yvinan avait fait le portrait d'un jeune militant d'extrême droite. Le premier film s'appelait « Tiens ta droite ». On le voyait essayer de conduire une moto, il n'y arrivait pas très bien, et on le voyait dans ses œuvres et ses déclarations un peu à l'emporte-pièce. Et on l'a retrouvé quelques années plus tard, 6 ou 7 ans, donc il devait être content du premier film, j'imagine, où il est en couple avec une jeune femme, et la jeune femme attend un bébé. Et alors on s'est demandé si le fait d'être papa avait des vertus émollientes sur sa pensée, mais vous allez voir que donc c'est un extrait de le second. Le premier s'appelait Tiens ta droite et le second s'appelle Tiens-toi droite. Ça, c'est le cœur de votre bébé. On va commencer par faire un petit tour du propriétaire. Hein? Ça va? Vous voyez, donc ici, on voit votre bébé en long. Oui. On voit la colonne, d'accord? La tête qui se trouve ici en bas. Donc il ou elle, je ne sais pas encore, a le dos qui est vers votre dos à vous. Je suppose que vous aimeriez bien connaître le sexe. Oui, oui. Oui? Vous aimeriez bien voir quoi? Un garçon. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une petite fille. C'est une fille. Bon, on peut se tromper naturellement, mais bien sûr. J'ai cette impression-là. Vous allez la garder quand même. Oh, bien sûr. Ça va alors. Bien sûr. Eh bien, monsieur, quel effet est-ce que ça vous fait de voir? Je sais pas comment on peut dire. Comment? Je sais pas. Tu es un bon tard. Ouais. Oui, c'est un petit oui, ça. Bah, je préfère un garçon, quand même, enfin bon. On peut se tromper quand même, là, mec. Ouais. Pourquoi est-ce que vous préférez un garçon? Parce que je préfère un garçon. Enfin, moi, je suis contente que ce soit une fille ou un garçon. On ne sait plus rien faire. Hein. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. Quand le médecin dit « Qu'est-ce que vous faites, vous le gardez. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ?» On ne saurait rien faire d'autre. Hein. Moi, je voulais pas une fille, quoi. Franchement, non. Je voulais pas une fille. Pour moi, il ne sera pas bienvenu, franchement. Ça, c'est clair. Je l'avais dit, d'ailleurs. Ben, voilà.
J'exagère quand même pas. J'exagère pas, je dis ce que je pense, c'est tout. Quand elle sera là, ce sera plein de choses. Tu verras. Ça change une fille, bébé. Hein. C'est ce qu'on dit. Ben, tu verras. Ça, on ne t'en rend pas encore compte, c'est normal. Moi, je me rends compte parce que je la sens bouger en moi et tout. Donc, si tu veux une fille, il y a des skinhead girls, là. Mais bon, il en faut, Fabien. Non? C'est mieux des garçons. D'accord. Même pas là. Une fille, quand ça a envie d'aller voir ailleurs, c'est pas discipliné qu'un mec bien. Moi j'ai mes idées depuis que de l'âge de 8 ans. Je connais une fille qui avait des idées comme moi, ben maintenant elle n'a plus les idées comme ça, c'est tout. Une fille, ça n'est pas structuré, ça n'a aucune discipline, ça n'a rien au tête. C'est gentil. Ça vaut rien, c'est de la merde, c'est tout. Faut pas chipoter, faut pas prendre des caca et on n'a pas le temps de faire de la merde, c'est tout. Moi je voulais un fils parce que je voulais qu'il soit fils unique, c'est tout. C'est bien d'avoir un fils unique. Une fille unique aussi? J'ai une fille unique, oui. Voilà. T'en referas plus cette fois. Sûrement pas. Ouais, ça va. Sûrement pas. Ça va, ça va. Sûrement pas. Je vous laisse méditer sur ces paroles profondes. Mais on rit en même temps. Donc l'idée, c'est... Enfin, voilà, on rit. Donc, on est entre le rire et le pleur, je crois, non ouais. Enfin, on rit quand même. Hein. Oui. Mais la bêtise peut faire rire. Et quand vous faites un film pareil, votre idée, donc, c'est quoi, finalement? C'est de montrer qu'il existe des gens ouais, comme ça, mais en essayant de ne pas faire un panégyrique, de ne pas servir la soupe à l'extrême droite. Ça. Oui, de raconter un peu quelles sont leurs idées, qui sont ces gens. Enfin, oui, bon, on a fait une série de films. Il y a un film qui malheureusement n'a pas été mis par les propriétaires c'est-à-dire que la moitié des films qui ont été réalisés en Belgique ont été produits par la RTBF, qui en sort toute une série sur le site de la RTBF ou de la Sonuma des archives. Et la partie qui a été produite en France par la boîte de production VF appartient en fait à la plus grosse maison d'édition en France, qui est Média Participation, qui possède d'Argo, je crois, le Seuil, non aussi La Martinière, il me semble, enfin, qui est une grosse boîte, et qui, eux, possèdent et ont fait une chaîne qui s'appelle Striptease Officiel, mais où apparemment ils ne mettent pas vraiment les films qui sont un peu touchy. Et je pense par exemple à un film de Manu Bonmariage qu'il a fait dans des milieux très traditionnalistes à Lyon. Le film s'appelle d'ailleurs Valeurs sûres, où on voit un couple de gens, je dirais, assez rances, pas simplement parce qu'ils vont à la messe pour la décollation de Louis XVI, ce qui est après tout, pourquoi pas, mais il y a notamment le monsieur qu'on voit être à une manifestation devant un monument aux morts, soi-disant comme ancien résistant, et qui à un moment en aparté dit oui, les juifs, il paraît qu'ils ont tous disparu, mais il en reste beaucoup. Wow. Puis un petit silence, et puis hélas. Et c'est assez glaçant, mais malheureusement on ne peut pas voir ce film pour l'instant.
Voilà, peut-être de demander à la salle s'ils ont... Mais bien sûr. Si vous avez des questions, donc... Tenez, prenez mon micro, franchement. Bonjour, Bruno Smadja, Mobile Film Festival. Je suis très heureux de vous entendre et j'ai toujours trouvé extraordinaire dans Striptease à quel point vous arriviez à rentrer dans une forme de proximité ou même d'intimité avec les personnes que vous accompagnez. Et je voudrais que vous nous expliquiez s'il y a une méthode, comment vous y arrivez aussi bien. Je crois que ça, c'est en fait, c'est le plus simple. C'est la question qu'on nous pose souvent, mais je crois que c'est le plus simple. Je crois que si vous vous intéressez vraiment aux gens et on prend le temps, il faut prendre le temps, et que vous êtes, je ne vais pas dire 24 heures sur 24 avec eux, mais quand même toute la journée, que vous aidez à monter le charbon, quand il y a du charbon à monter, que vous participez, que vous êtes là, que le caméraman est là en permanence avec la caméra, pas à l'épaule, mais en tout cas là, la caméra s'oublie très très vite. La caméra s'oublie très très vite. Et il y a des gens qui ne l'oublient jamais, mais ça se voit très vite aussi. Et il est arrivé qu'on parte sur un sujet et puis qu'on dise non, c'est pas possible parce que la personne ne parvient pas à oublier la caméra. Mais c'est très rare. En général, le principe, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Quand vous êtes tout le temps avec quelqu'un, que vous parlez avec eux, avec les gens normalement, quels qu'ils soient, quel que soit leur milieu, ils vous oublient. Je crois que c'est vraiment le temps, il faut prendre le temps, et voilà. Juste une petite relance, Marco. Je ne suis pas du tout d'accord, avec le mot « oublier la caméra ». Il l'intègre, mais oui, oublier, je trouve que c'est un peu court et que tu peux peut-être un peu développer là-dessus, parce que la manière dont tu décris le dispositif de tournage... Prends ma place, Rémi. Non, Sonia, excuse-moi. Mais c'est le mot « oublier » qui m'a fait réagir, pardon. Il y a des gens qui l'oublient réellement. Je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure du père discutant, de la discussion circulaire entre le père et la fille. Et ils parlent, et ils discutent, et le père dit à un moment à sa fille, ça a 15 ans et ça veut déjà décider comme si ça en avait 20 et comme si c'était responsable. Et tout d'un coup, à ce moment-là, la fille se souvient qu'il y a une caméra et se retourne vers la caméra et dit « Vous voyez, il ne sait même pas que j'ai 16 ans. » Et c'est le seul moment où il y a un regard caméra. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais tu as raison, on n'oublie pas totalement la caméra. Mais je crois aussi que enfin, ça dépend aussi des milieux, mais il y a des milieux... je me souviens, le tout premier striptease qu'on a fait, c'était une famille de 10 enfants au fin fond de la Wallonie, des gens qui n'avaient pas beaucoup de sous. Le père avait volé un jour un mouton pour nourrir sa famille. Enfin, c'était une famille, et on est resté avec eux, là, on est resté, oui, une bonne dizaine de jours. Et je crois que le fait qu'on soit là, c'était un événement dans leur vie. Et quand on est parti, ils nous disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire demain ? Et je crois que c'est plus la caméra, c'est nous qui étions là, c'était pas tellement la caméra, ils faisaient pas attention à la caméra elle-même. Mais oui, on ne l'oublie jamais totalement, Dieu merci. Bonjour Marco. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Moi, j'ai une vraie question sur les autorisations de diffusion. Quel était le pacte ? Est-ce que vous faisiez signer des autorisations en amont ? Est-ce qu'il y avait une validation de la part de vos sujets au montage ? Ou est-ce que vous avez toujours eu un peu les pleins pouvoirs et la liberté ? Et une question en sus, est-ce que vous avez déjà été emmerdé par des gens qui, derrière, ont cherché à faire interdire vos films ? Très très peu. Moi j'ai quitté Striptease à peu près en 2005. Au moment où c'était en France, je trouve avoir fait le tour et
j'ai quitté. Mais je dirais, on a commencé en Belgique en 85 jusqu'en 2002. On n'a quasiment jamais fait signer une autorisation. À l'époque, ça ne se faisait pas. Il y avait une espèce de gentleman agreement avec les gens. J'ai toujours dit aux réalisateurs, d'une part, on ne leur montre pas le film avant, parce que sinon, c'est leur demander de participer au montage et donner un truc. Mais on l'assume, on prévient les gens que ça va passer, on assume, on discute avec eux si jamais ils ne sont pas d'accord, etc. Et on leur promet le moins possible, mais ce qu'on leur promet, on tient. Et on a guère eu de problèmes avec des gens qu'on avait filmés. Je crois qu'il y a eu 2 fois une tentative de procès de la part d'un... En plus, c'était un type qui avait assassiné le mari de sa petite amie. Enfin, c'était... Et puis avait prétendu après coup qu'on l'avait filmé alors que on le voit, il vient s'adresser lui-même, oui c'est ça. C'est un film d'ailleurs qui a été fait, on a fait 3 films sur le même sujet à des années d'intervalle et le second s'appelait Journal d'un condamné à mort ou quelque chose comme ça, parce que le type, lors du premier procès, avait été condamné à mort. On condamnait encore à l'époque à mort en Belgique, même si c'était plus, il n'y avait plus d'exécution depuis la fin de la guerre 14-18. Et lui, qu'on voyait même s'adresser à la caméra, venir parler à la caméra, prétendait qu'il n'avait pas donné d'autorisation. Mais enfin, ça a été très très rare, on a eu très très peu de problèmes. Par la suite, maintenant, je crois que ça devient... mais ça, c'est la judiciarisation d'à peu près tout. Dès qu'il y a la moindre chose, ça nous vient comme des tas d'autres choses, parfois bonnes, parfois moins. Des États-Unis, la moindre chose est judiciarisée. Et par exemple, dans le film dont Hervé Letellier nous a montré un extrait tout à l'heure, et qui est tiré de quelqu'un qui avait été repéré déjà dans Striptease, qui est donc ni juge ni soumise, il est bien évident que tout le monde a dû signer, la juge évidemment, mais et donner leur acceptation d'abord, tous les mis en examen et tous les gens qui apparaissent dans le film. Ça, Et ils n'ont pas vu le montage final? Honnêtement, j'en sais rien. Je n'en suis pas occupé. Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a dû y avoir... Nous, il nous est arrivé... quand il y avait des problèmes très touchy de promettre de montrer le montage final parce qu'il pouvait y avoir, je ne sais pas moi, des histoires de police ou des histoires de justice, il fallait être... Mais la règle était de ne pas montrer, mais d'assumer ce qu'on avait fait. Bonjour Sonia, bonjour Marco. J'ai une question, en fait, quand je regarde ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça serait plus vraiment possible de faire du striptease parce que nous sommes justement dans une société où moi j'ai l'impression, en tant que réalisatrice, d'être face à des personnes. Tout le monde est très très conscient de l'image, tout le monde est très très conscient aussi de ce que ça pourrait faire donner à penser à des spectateurs. Donc les gens... ont aujourd'hui des réflexes vraiment de protection et de repli, de ne pas se laisser filmer, de ne pas vouloir montrer ci, montrer ça. Quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, où même les gens, quand on est dans la rue, vous disent « Ah, vous ne m'avez pas demandé l'autorisation de me filmer, je passe ». Donc, j'ai vraiment la question, comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait réussir à faire ça? Enfin, avec l'exemple que vous avez montré en Belgique, ça semble fonctionner. En France,
je ne sais pas trop comment ça serait possible encore, parce que réellement, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé. Je crois que même en Belgique, ça serait très compliqué maintenant. Et quand je repense au tout premier striptease qu'on a fait en 1985, qui était, à mon avis, très anodin, avec des choses, mais qui tranchait déjà avec ce qu'on voyait en général dans les émissions documentaires. Je me souviens que mon patron de l'époque avait passé toute la soirée au téléphone avec les trois quarts des gens qui disaient formidable, pour une fois on nous prend pas pour des imbéciles, on ne nous explique pas tout, mais quand même un quart de gens qui étaient fous de rage. Et je crois qu'avec l'existence des réseaux sociaux tels qu'il y en a maintenant, on n'aurait pas dépassé le premier numéro. Ça, je suis à peu près sûr. Je suis persuadé, je ne sais pas du tout. Moi, je ne crois pas à la possibilité de refaire quelque chose comme ça, ou alors dans quelque chose déjà de très cadré, où on sait exactement où on va, mais tel qu'on a fonctionné. Je crois que vous avez raison, ça devient quasi infaisable. Moi, je m'appelle Farida Taher et je suis autrice-réalisatrice de documentaires. En l'occurrence, j'ai signé quelques striptease. Et je voudrais revenir sur la question des autorisations et de est-ce qu'aujourd'hui on pourrait peut-être... est-ce qu'on pourrait travailler de la même manière Alors, en ce qui me concerne, j'ai commencé en 96, 97 sur l'émission Striptease en France. Et absolument tous les protagonistes que vous voyez dans mes films ont signé des autorisations de diffusion. En France, c'était plus, on va dire, plus imposé, plus judiciarisé, pour reprendre tes termes. En tout cas, voilà, c'était important aussi pour moi que finalement que cette chose-là existe. Oui, les chaînes avaient peur. Je voudrais aussi te dire que pourquoi sur la chaîne YouTube Striptease actuellement, vous pouvez voir certains films mais pas d'autres. Eh bien parce que justement, il y a des films parmi lesquels il n'y a aucune autorisation justement des protagonistes, et parfois ça a pu freiner la diffusion. Voilà, c'est une des raisons parfois qui peut expliquer l'absence de certains films. Mais on a eu très très peu de retours. C'est vrai que sur toute cette question polémique sur est-ce que les personnages, est-ce qu'il y a une instrumentalisation par le réalisateur du personnage, de sa naïveté, de que sais-je, la réponse c'est que effectivement c'est ceux qu'on a filmés qui est importante. Et c'est cela, en tout cas, la réponse, il y a très très peu de gens qui nous ont dit ne pas se reconnaître, avoir été trahis par le regard qu'on a pu porter sur eux et ce qu'on raconte du moment qu'on a saisi de leur existence. Moi, je peux bref, je le témoigne de façon assez sincère sur toutes ces questions. Voilà, quant à aujourd'hui... il y a un autre rapport effectivement avec la caméra, les objets de communication aujourd'hui, je crois, et il y a beaucoup peut-être avec les histoires de réseaux sociaux, mais aussi de facilité de s'auto-filmer. Moi, j'appelle ça l'auto-mise en scène, la mise en scène de soi-même. Il y a beaucoup maintenant de la manière dont on raconte, on se raconte. On se met beaucoup en scène. Et donc, c'est compliqué, je pense, aujourd'hui de pouvoir filmer de la même manière avec les autorisations, c'est pas les histoires d'autorisation, raconter l'histoire du réel, parce que nous-mêmes, en fait, on a intégré, je pense, tous, une espèce on se met en scène, en fait, en permanence devant des outils de communication. Et donc, c'est pas... je suis une personne, je suis un personnage, et je m'interroge moi-même aussi sur ces questions, et je vois bien qu'aujourd'hui, quand je pose mon micro ou ma caméra quelque part, je sens que l'autre a intégré, et que moi-même, j'ai intégré... je me mets en scène, voilà. Fabrice Puchois a une question tout de même. Attends, on n'entend rien, Fabrice, ça ne marche pas. Prends donc le mien.
Non, je voudrais revenir à une question, parce que quand je vois le bourgmestre, le rire se déclenche pas forcément quand il mouille son gigot, mais quand juste après, il dit non, l'alcool c'est pour les copains, et qu'il est assis face à des bouteilles de vin, une étagère d'alcool de dingue. Ensuite, 2 exemples, celui-là et celui où la caméra panote vers le bas quand on voit tous les cadavres de bouteilles à côté du truc. Donc je vois des ressorts, alors peut-être ne sont-ils pas exprimés justement, mais en tout cas des ressorts tels que la contradiction entre le discours et les actes, et les gestes même. Mais néanmoins, moi ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est celle de la mise en scène. Non pas que je pense que la mise en scène soit un gros mot du tout en documentaire, absolument pas. Hein. Mais quand même, le cadre est choisi. Il est assis. Donc ma vraie question, c'est est-ce qu'il y a, parce que vous parlez de maison d'édition, je le comprends fort bien, est-ce que malgré tout, il y a, chez ces caméramans qui sont les vôtres, nous dites-vous, une recherche spécifique et qui n'est pas du tout, que je ne critique pas, hein, c'est vraiment, ça n'est pas une dimension critique, mais c'est pour revenir à l'humour et savoir comment vous avez machiné ça, parce que moi je les ai vus depuis le début, les striptease, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, enfin et c'est quand même aussi une mise en scène. Donc y a-t-il dans une maison d'édition, comme il y a des éditeurs dans une maison d'édition qui vont travailler le texte avec n'importe quel auteur, y a-t-il là, malgré tout, un travail de mise en scène? Parce que vous semblez dire que bon, la caméra portée, etc., ce que je comprends très bien, mais c'est pas juste du sur le vif. Quand vous jetez ce plan avec une femme, une pin-up au mur, et que le mari est absolument là, humilie sa femme devant la caméra, je le comprends très bien aussi, mais je me souviens de ce film. Il y a d'autres séquences où effectivement, choisir un endroit où on se met, c'est choisir un sens. Et c'est choisir... Donc quel est le rapport entre ce choix, cet endroit où on se met, et l'humour? Parce que je suis certain, l'émission est bien trop intelligemment faite pour que ça n'ait pas été réfléchi. Je vais essayer de répondre de manière générale, mais d'abord revenir sur cet exemple-là, parce que je me souviens très bien avoir discuté avec le réalisateur, mais surtout le caméraman Jean-François Boucher, qui avait filmé Hervé Brouon, le bourgmestre de Bruxelles, et il leur avait dit qu'il comptait... Donc il le filmait en train de faire la cuisine, mais qui comptait aussi lui poser quelques questions. Et il leur avait demandé, mais si vous voulez, allez vous habiller de manière plus sérieuse. Et il a dit non, pas du tout, je suis comme ça, je veux être comme ça. Et c'est lui qui s'était allongé. Alors, ça ne veut pas dire que dans certains cas, il n'y a pas eu des suggestions de la part des réalisateurs. Comme on disait, chaque réalisateur est différent. Je crois que quand on sentait trop fort, justement, il nous est arrivé d'arrêter des films où on disait « mais non, ça ne va pas, tu es en train de mettre en scène, c'est autre chose ». Et parce que ça se sent. Le problème, c'est que les gens ne sont plus naturels et que les gens ne sont en général pas de très bons acteurs. Je n'entends pas forcément organiser le réel, mais simplement choisir là où on se met. Absolument, absolument. Dans le portrait d'une vieille dame dont je parlais tout à l'heure, qui est le portrait de Martha, où il n'y a quasiment pas une parole, il y a un moment où on la voit, elle se met nue devant elle a 93 ans. Elle se met nue, on la voit de dos devant son évier. Et alors, on a discuté, vous lui avez demandé, elle a dit non, elle nous a dit, on croit toujours que les vieux ne se lavent pas, je veux montrer qu'ils se lavent. Et le plan qui a fait hurler certaines personnes, mais le plan, on peut le revoir d'ailleurs il est en ligne, tout le film est en ligne, le plan est très très digne,
Évidemment, à 93 ans, c'est pas Claudia Schiffer, mais enfin, comme je le disais à un moment, on souhaite à Claudia Schiffer de faire encore la gymnastique comme le fait la vieille dame, et elle est vue de dos dans un plan fixe assez lointain et qui ne dure guère, mais qui montre ce que voulait montrer ce que voulait dire la vieille dame. Elle disait, je veux montrer que... Alors, de nouveau, il y a des réalisateurs qui laissent tout à fait faire. Il y a des réalisateurs qui essayent de mettre en scène. Quand on met trop en scène, ça se voit. On a de très très bons caméramans et réalisateurs qui est mort maintenant, qui s'appelait Manu Bonmariage, qui a fait toute une série de films, dont Allopolis, enfin qui est assez connu. Et autant il pouvait suivre de manière absolument insensée, à caméra à l'épaule, n'importe quelle situation, mais de manière époustouflante. Autant, quand il ne se passait rien, il avait tendance à mettre les choses en scène et ça se sentait épouvantablement. Et il nous a fait un ou deux films dont on n'est pas les plus fiers. Et il y a des choses qu'on a refusées d'ailleurs, où il essayait carrément de mettre en scène. Donc c'est vrai, c'est toujours Non, mais ce que j'ai essayé d'interroger, puis je vais passer le micro, c'est comment vous faites pour avoir tenu, parce qu'on identifie striptease à l'humour et au rire. Et donc il y a quelque chose qui se retrouve. Et ce n'est pas seulement le cinéma direct. Enfin, je vous pousse. Non, et c'est pas seulement les personnages eux-mêmes. C'est une des branches, je dirais, oui. C'est une des... Mais je voulais quand même rompre une lance et saluer une des personnes qui a suscité énormément de discussions. C'est André Monzel, qui est un des réalisateurs de C'est arrivé près de chez vous, qui est un film qui est sorti, qui a été manifestement, ça n'a pas été caché, inspiré par Striptease, et qui a suscité, ça il n'a peut-être pas su, mais des discussions au sein de l'équipe de Striptease, la moitié trouvant ce film absolument génial, l'autre trouvant absolument ignoble, et c'était une bonne chose, voilà. Donc je voulais quand même le saluer. Alors, c'est arrivé, ça n'a pas été entièrement suscité par Striptease, mais quand même, ça nous a beaucoup inspiré, et surtout... Rémi Alain Sas avait fait un reportage sur une fille qui voulait devenir chanteuse et dont le père travaillait à la mairie de Charleroi. Et ce type avait un peu raté sa vie et il se projetait dans sa fille. Et quand on a tourné le film, et en plus il était astrologue et il avait mis au point un système, une martingale pour gagner au loto. Et donc on est allé le filmer et donc on s'est tout de suite aperçu d'un espèce de malaise. Il y avait la maman qui était là, qui pour la première fois parlait, et comme on était avec la caméra, elle a dit oui, mais ce serait bien quand même qu'elle continue ses études, et elle pouvait s'exprimer et tout. Et puis lui était, en fait, c'est lui qui avait demandé à être filmé, qui nous avait contactés et tout ça. Et donc il était très fier il existait grâce à la caméra, et ça a inspiré le personnage de Benoît, qui en fait existe parce qu'on le filme, et voilà. Et puis après avec la fille chantait complètement faux, et on devait aller filmer elle devait passer dans un spectacle pour les personnes âgées l'après-midi qu'on devait filmer. Et en fait, le téléphone sonne et on apprend qu'elle a été déprogrammée du spectacle. Et donc lui travaillait en plus à la mairie, se précipite, donc on le suit au repas des anciens. Et donc le bourgmestre nous voit arriver une équipe télé comme ça, on tournait avec une éclair, puis une preneuse de son qui perchait, et il pense que c'est la télé. Donc lui arrive, agresse le bourgmestre, qui, comme il y a la télé, dit « Mais non, qu'est-ce que c'est ?
quoi, déprogrammé, jamais de la vie et tout ça. Donc en fait, le fait d'être là, déjà, changeait le réel. Et moi, je pense que dès qu'il y a une caméra qui filme, même si les gens intègrent ou oublient ou quoi, c'est pas la même chose que la vraie vie quand même. Mais voilà. Et en fait, après, bon, en plus, on avait fait des plans, des petits vieux qu'on sortait en chaise roulante et tout ça. Et la fille qui chantait des reprises de Mylène Farmer, quand même, en faux et tout ça. Et en fait, après, Rémi s'est vraiment posé la question, avait un problème de conscience, justement, de ne pas se moquer, de pas... Bon, c'était un travail d'école que personne n'a vu, de toute façon, mais quand même, ça posait la question de, voilà, qu'est-ce qu'on filme et par rapport à son film. Et nous, c'est vrai qu'il y avait des choses, des fois dans Striptease, que on avait l'impression quand même de se moquer un peu des gens, parce qu'il y a tellement de personnages, bon, en plus, c'est chic, quoi. Donc, et voilà, et ça... Voilà, mais ça a quand même beaucoup... ça nous a beaucoup inspiré, quoi. Oui, mais nous aussi. Et alors, je rebondis là-dessus, parce que tu parles des gens qui ont envie de passer à la télé. Alors maintenant, c'est beaucoup plus... Depuis qu'il y a la télé-réalité, c'est... tout le monde a envie de passer, de devenir, d'avoir son carton de célébrité. Mais je dois quand même dire que sur les 850 films qu'on a faits, on a dû en faire 4 ou 5 avec des gens qui sont présentés eux-mêmes, qui ont demandé à être filmés. Et on en a eu des dizaines, sinon des centaines, qui auraient bien voulu qu'on les filme, mais qui n'étaient justement pas les gens les plus intéressants, qui voulaient donner une image d'eux-mêmes. Voilà. Bonjour, Pierre-Olivier François, je suis là. Alors, moi, je reviens vers... J'ai une question par rapport au repérage. Moi, j'ai beaucoup aimé Striptease, notamment un très beau film que vous aviez fait en Corée du Nord, une délégation de haut niveau, qui était un superbe film sur la Corée du Nord et sur la Belgique. Mais celui-là, je suis sûr qu'il n'y a pas eu de repérage. Parlementaire belge en Corée du Nord. Oui, qui était formidable. Mais qui a sûrement... livre mort. Qui n'a pas pu être repéré. Donc, vous êtes parti avec... mais pour les autres, est-ce que vous... Avant de tourner, vos caméramans, réalisateurs, passaient beaucoup de temps déjà pour voir les lieux, les gens, comment ils réagissent, ou bien vous arriviez, paf? De nouveau, il n'y a pas de règle. La Corée du Nord, forcément, on est parti, on a envoyé une équipe, c'était pas facile d'y aller. Le réalisateur est arrivé à avoir un accord, je crois que c'était les amitiés belgo-coréennes, ou que sais-je. On ne savait pas ce qu'on allait avoir. On espérait pouvoir en tirer un peu plus qu'un quart d'heure, parce que dans le rapport, il y a toujours un problème économique dans le documentaire. J'en parlais avec Rémi Lenné tout à l'heure. Je suis toujours surpris que les télévisions de service public ne lancent pas des choses relativement simples qui seraient de travailler sur le temps. J'y repense d'autant plus que Michel Fresnel vient de mourir et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série de films qu'il a fait. Il a suivi pendant, je crois, 15 ans, un groupe de jeunes depuis le collège jusqu'à l'âge de 20 ans, qui s'appelait « Que sont-ils devenus ?» avec des moyens très, très... Que deviendront-ils avec des moyens relativement réduits. Je crois qu'il filmait une quinzaine de jours par an. Beaucoup d'interviews, quelques images. Et quand on voit tout ça rassemblé sur 20 ans, c'est formidable. On voit l'évolution, on voit l'évolution des jeunes, on voit l'évolution du temps, etc. Et je crois que si on donne le temps, si toutes les télévisions décidaient de suivre pendant un temps suffisamment long, sans mettre nécessairement beaucoup de moyens, on finirait toujours par avoir des choses intéressantes. Et je me souviens d'ailleurs qu'un de nos réalisateurs de Striptease, Olivier Lamour,
avait fait un film d'1 heure sur les jeunes bleus, les jeunes footballeurs juniors. Et il avait fait un film d'1 heure, et il y avait un petit inconnu qui s'appelait Benzema et une série d'autres. Et c'était fascinant. Et l'idée était de pouvoir continuer et de faire ça pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'on en trouve dans la position de Zidane, ou que sais-je comme ça. Le problème, c'est que la responsable du documentaire qui s'occupait de nous à l'époque à France 3 savait qu'elle ne resterait là pas très très longtemps, voulait donc profiter et mettre à son profit la qualité de ce film, et a imposé qu'on le diffuse, alors qu'on aurait voulu justement ne pas le diffuser et pouvoir continuer par la suite. Et je crois que c'est un des problèmes aussi, c'est que, pas dans toutes les chaînes, mais dans certaines chaînes, il n'y a pas suffisamment de continuité, et que l'intérêt pour le film passe après l'intérêt qu'ont les différents hiérarques de survivre. Mais je suis persuadé que quand on prend... Alors, les repérages dont vous parliez, parfois se faisaient en 8 jours, parfois plus. On prêtait souvent à quelqu'un, réalisateur qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas, une équipe technique pour aller filmer une journée, pour voir ce que ça donnait, on en rediscutait, parfois on retournait, certains repérages on a attendu pendant des mois et puis ça n'a rien donné, d'autres il n'y a vraiment pas eu de règle. Mais enfin, on essayait autant que possible de savoir un petit peu où on allait, ne serait-ce que pour des raisons économiques, on ne peut pas se permettre de jeter l'argent par les fenêtres. On va interrompre ici. Merci 1000 fois Marco, merci 1000 fois Sonia. Juste, je voudrais quand même signaler que le dernier fou rire documentaire que j'ai eu, c'est grâce à toi Sonia, la scène finale de L'homme aux 1000 visages. Je crois que c'est un bonheur absolu. Je vous le recommande chaudement. C'est toujours en salle ou pas? Plus. J'espère que ça ressortira quelque part, peut-être à la télévision. On repart tout à l'heure. Merci Marco. Il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de striptease, mais on va en parler tout à l'heure avec Juliette Guigon, Marion Angelo Santo et Michael Zumstein. Il y a aussi quelque chose dans striptease de l'ordre des ressorts du comique, le burlesque, la répétition. Il y a tout que vous aviez totalement intégré, sur lesquels tu n'as peut-être pas forcément revenu, mais c'est très bien parce qu'on va en parler tout à l'heure à 14h30, je crois. C'est ça. Voilà, c'est marqué ici, avec les protagonistes mentionnés ici. Merci Sonia. Merci Marco.